La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Hola todos! Ah eh bien non, aujourd'hui on ne va pas parler espagnol, contrairement à cet accueil qu'on vous a fait. On va parler... toi Oui, surtout moi en fait, j'avais envie de varier les plaisirs aujourd'hui. Mais je vais laisser Clémence présenter notre invité, car moi, je voulais vous remercier encore une fois pour les jolis commentaires. Enfin, Clémence se joint à moi évidemment sur le remerciement. Oui, merci. Ouais, vraiment, on voulait vous remercier pour les jolis commentaires que vous nous laissez sur Apple Podcast, notamment le dernier, très complet, qui nous dit, on va le lire, c'est de Lot 975, un podcast qu'on découvre, des échanges pertinents, naturels et surtout de très belles rencontres auditives grâce à Clémence et Vincent. Merci beaucoup. On apprend beaucoup de nouvelles choses et pour ça, j'ai toujours hâte du prochain épisode. Je crois que j'ai fait un joli petit tour entre parenthèses, alors merci et continuez comme ça. Et franchement ça fait plaisir. Et puis j'ai bien senti la petite moquerie sur mon joli petit tour que je dis à chaque fin d'épisode. Bon, à propos d'épisode, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui ? Aujourd'hui, on retrouve Keiko Nagae, qui est japonaise et qui va nous raconter un peu comment l'amour de la pâtisserie lui est venu. Et vous allez voir, c'est une succession de hasards, même si cet épisode, il est un peu tricoté parce que Keiko a fait beaucoup d'allers-retours entre l'héritage transmis par son père, le Japon donc, et son expérience en Europe, donc d'abord en Suisse et ensuite en France. On fera plein d'allers-retours, tout comme sa mémoire, et vous allez voir que finalement, rien ne vient par hasard, parce que si Keiko se retrouve à faire de la pâtisserie parce que c'était la seule formation qui faisait 9 mois et qui commençait au moment où elle était disponible en France. En fait, elle a appris dès son plus jeune âge à apprécier les bonnes choses, et notamment la gastronomie française au Japon grâce à son père. Bon, on vous en dit pas plus, laissez-vous porter. C'est un épisode qui sera un tout petit peu plus long que d'habitude, mais quand on aime, on compte pas. Voilà, un épisode un peu long, du coup on s'est permis une intro un peu plus longue que d'habitude, mais ma foi, l'épisode est très intéressant, on vous laisse écouter. Bonne écoute. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. On est dans les labos que vous ne connaissez pas, mais vous avez peut-être vu passer ces derniers temps sur Instagram les Panettone de Christophe Louis. Et en fait, une fois, en rendant visite à Christophe, on a eu la chance de rencontrer Keiko Nagae. On a engagé la discussion et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on partage ça avec vous. Donc on est revenus et on retrouve Keiko aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, enchantée, enfin en tout cas pour les gens qui nous écoutent. Et ravi de vous revoir également. Moi c'est Vincent. On est vraiment ravis. Et du coup, avant de commencer la petite discussion qu'on va avoir, on va juste te laisser un peu te présenter ton parcours, présenter ce qui t'a amené là, en quelques lignes. Ici à Panettone ou non, je plaisante. Je plaisante. Alors, c'est vrai que mon parcours professionnel, on va dire, il est atypique pour ici en France en tout cas. Mais je suis japonaise de Tokyo, voilà pour commencer. Et j'ai grandi à Tokyo. Tout mon parcours étudiante en tout cas était à Tokyo. Et à la base, je suis juriste, je suis censée être avocate. Et au final, en fin du compte, je me suis rendu compte au fil du temps, en faisant les études, plus j'avançais dans mes études, plus j'avais cette décalage, on va dire, ce décalage par rapport à ce que je voulais être comme avocate ou comment ça pourrait être si jamais j'étais devenue. Voilà, c'était ça mes déclics où je me suis dit, est-ce que je vais continuer encore à passer justement le barreau ou alors je fais d'autres choses avant de passer le barreau. En fin du compte, le Japon, la société, en tout cas à l'époque quand j'étais encore au Japon, la société japonaise, elle n'est pas de société de procès. C'est une société, les gens, ils préfèrent avoir en fait harmonie. Ce qui est bien d'ailleurs, il évite les conflits, mais quels que soient les conflits qui soient positifs, constructifs, parce que ça pourrait être ça aussi, pour changer un peu de certaines mentalités qui n'est pas forcément appréciable pour tout le monde, ça pourrait éventuellement changer, pour donner ce genre de déclic pour lancer ce genre de procès, mais c'était pas le cas. Et du coup, si jamais j'étais devenue avocate, en tout cas, je serais attachée au grand cabinet pour faire le paperasse et tout ça. C'était opposé de ce que je voulais devenir. Donc, je me suis dit,
j'ai dit à mes parents que je partais pour 2 ans. En France, d'abord en Suisse et par la suite en France, parce que je voulais apprendre la langue française. Je parlais déjà anglais, mes parents, ils adorent les voyages, donc on était habitués à voyager partout un peu depuis qu'on était enfant. Donc je voulais vivre en fait d'autres choses que la culture anglophone, on va dire. Parce que j'ai passé beaucoup de vacances d'été quand j'étais étudiante dans les pays anglophones. Et mon père, il adore le vin, le fromage, la gastronomie. Du coup, on était habitués à côtoyer tout ça. Et donc, mes choix, il était devenu naturellement en Europe. D'accord. Et entre Suisse... D'abord en Suisse parce que j'aime bien... ça paraît bizarre de dire ça. J'aime bien la nature alors que j'ai jamais grandi avec la nature. Je suis de Tokyo avec la ville moderne, avec le building et tout ça. Et en fait, c'était mon quotidien et que je me suis jamais posé la question. Parfois, on partait en vacances justement avec mes parents, visitant d'autres pays, d'autres régions de Japon. C'était appréciable, mais je m'étais jamais dit que j'allais y vivre. Parce que j'ai besoin de cette en fait non au contraire justement j'ai besoin d'agitation de la grande ville. D'accord, ok. Mais t'avais envie d'essayer. Ouais, mais je me suis dit mais justement pour changer il faut aller à l'endroit où je connaissais pas. Et la Suisse, en fait, c'est un pays j'ai toujours apprécié parce que il y a des rigueurs. Je ne veux pas dire que la France, il y en a pas, mais c'est juste que voilà, c'est pas les mêmes. On parle des horlogers suisses. Oui, voilà, c'est ça aussi. C'est un peu le côté carré, organisé, ordonné, qui moi, je suis organisée, une personne assez organisée et tout ça. Et puis dans la culture japonaise, il y a aussi une rigueur très importante. Ouais, et puis justement cette je sais pas, pourtant je connaissais pas forcément la culture suisse plus que la culture française, mais mon père quand il était plus jeune, il était en Suisse et tout ça, et puis la vie ça me paraissait plus calme. Et tu avais quel âge? Donc quand tu décides de faire ce saut dans le vide? Là j'avais décidé à la dernière année en tout cas de l'étude en Japon, et moi je suis partie à l'âge de 23 ans. 23 ans, d'accord. Ouais, une fois que j'ai eu le diplôme en fait la licence de droit, que je suis devenue juriste. Et puis 23 ans, moi je suis arrivée ici en France, enfin en Suisse d'abord, pour apprendre la langue française. Parce que je ne parlais pas du tout français à l'époque. Je pouvais dire juste, je m'appelle Keiko, je ne parle pas français. Voilà. Ça, avec l'accent japonais, je lisais ça comme si c'était écrit en japonais, quoi, en fait. Je disais ça. Et puis, donc, je suis restée 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que en Suisse, 3 mois, je pouvais rester sans visa. Mais autrement, il fallait engager le processus, en fait, d'obtenir le visa, qui était assez long. Et aussi, à l'agent à qui moi, j'ai confié un peu mon projet, il recommandait, si jamais je voulais apprendre la langue française, il fallait venir en France plutôt que d'être en Suisse, quoi. Parce que à l'époque, il me disait, mais la Suisse, il parle français, mais avec l'accent, il parle doucement et tout ça. Je comprenais pas parce que je parlais pas. L'accent suisse. Non, je n'en dirais pas. non, mais c'est vrai qu'à l'époque, je me rendais pas compte quand j'étais en Suisse que je pensais pas que Suisse, il parlait doucement. Mais après, oui. Là, parce que j'ai fait la formation en Suisse 2-3 fois chez les professionnels, j'ai fait la démo, je suis intervenue dans une école de cuisine et tout ça. Là, j'ai compris, effectivement, je comprends pourquoi il disait ça. Donc 3 mois en Suisse, et ensuite je suis venue en France. Ouais. Et donc au bout de 3 mois, je suis venue ici en France avec la base de français pour pouvoir ouvrir le compte en banque, tout ça. Et puis donc j'étais à l'université donc pendant 1 an. La Sorbonne en fait pour la culture, littérature et tout ça en fait. Et puis au bout d'1 an, je me suis dit est-ce qu'il me restait encore 9 mois à peu près. Pour 2 ans, parce que j'avais dit à mon père juste pour l'histoire de me dire que je m'étais dit 2 ans, il me reste encore 9 mois, qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que je continue encore les études à l'université, que je continue, ou complètement d'autre chose? Je me suis dit, mais pourquoi pas d'autre chose? Parce que j'étais venue pour 2 ans, Mais en même temps, la vie entre Suisse et la France, c'était 2 choses très différentes. Suisse, 3 mois, c'était vraiment le lavage de cerveau pour moi. De passer justement de la vie à Tokyo, la vitesse comme ça. Et j'étais à l'école tous les matins, tous les jours en fait jusqu'à 15h, l'école de la langue intensive. Et à 15h, je prenais le devoir, parce que tous les jours j'avais le devoir. Et je descendais au bord de lac Léman, assise sur le banc,
en face, justement, il y a le lac Léman, et qu'on le voyait, l'en face, c'était Evian. Quelle vie. Il y avait la maman qui poussait la poussette pour se promener. Je me suis dit, waouh, je suis en train de étudier là, dans le cadre inimaginable à Tokyo. Mais c'est le lavage du cerveau. Moi, j'ai pris des photos. J'envoyais toutes mes amies. À l'époque, c'était pas numérique, donc j'envoyais les photos imprimées à mes amis au Japon. T'as vu là? Ça me fait penser, du coup moi j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande, j'étais breakfast chef, donc je faisais les petits-déj dans un hôtel, et vraiment de la salle des petits-déj, je voyais le lac de Queenstown et les montagnes, et je me disais, mais alors je vis dans une carte postale. Ouais, c'est ça, exactement ça. Ouais, mais ça durait 3 mois, et puis il faisait bon, en plus c'était mai, juin, juillet, mais c'était vraiment le moment magnifique. Dépaysement total. Mais c'était comme si c'était hier. Moi, j'ai toujours un sourire, ce souvenir là. Si j'ai pas eu ces 3 mois-là, si j'étais devenue directement en France, je ne sais pas si je serais restée. T'as eu ton sas oui, je pense qu'il y a eu justement cet changement qui était radical à la fois, que je m'étais dit, je vais aller en Europe. Mais en même temps, les Suisses, ils sont assez cool, on va dire. Et puis que c'est pas à Paris. Et c'est pas les Parisiens non plus. Parlons-en. Et donc le bon côté des choses, le mauvais côté des choses, c'est comme tout, comme les grandes villes. Mais même à Tokyo, c'est pareil. Là, si vous allez à Tokyo directement, les étrangers français qui ont vécu à la campagne, vous allez pas adorer, vous allez pas aimer du tout, parce que c'est trop intense, c'est trop de stress, c'est trop de c'est ce sens-là. Je suis pas en train de dire que je critique ni français ni parisien, c'est juste que c'est tel décalage de culture et différence de rythme de vie qu'il fallait justement certains chocs pour que je me prépare éventuelle différence entre Suisse et la France aussi. Ok. Voilà. Donc, il te restait 9 mois. Voilà, c'est là où je me suis dit complètement d'autre chose. Après, je regardais un peu tout ce qui était possible comme école, formation et tout ça. J'ai joué le piano depuis que j'avais 3 ans et que ça fait longtemps et tout ça. Je me suis dit, mais pourquoi pas le piano? Mais en même temps, il fallait avoir le piano. Le voisinage, je ne pense pas que ce soit... Ils étaient contents et puis que le parcours, il était beaucoup plus long que 9 mois. Et donc, je me suis dit, vu que ça commençait pas le moment où je voulais entrer. Donc, je me suis dit, pas cela. Et qu'après, il y avait d'autres choses, je sais pas, les arts et tout ça. Mais j'adore tout ce qui est artistique. Et, mais bon, c'était pareil, l'école, ça tombait pas. Et je suis tombée à l'école culinaire Cordon Bleu, qui commençait vraiment juste la période qui m'était fixée, jusqu'au mois de mars 99. Tu es en train de nous dire que c'était le bon endroit, le bon moment, et que c'est ça. Non. Autre chose. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai toujours fonctionné toute ma vie, aussi loin que je puisse me souvenir, que j'ai toujours fonctionné un peu intuition. Okay. Et à ce moment-là, en fait, moi, je tombe là sur l'école Cordon Bleu. Entre-temps, il y avait... Quand je suis tombée, je me suis dit, il y a d'autres écoles. Je regarde le Ritz, je regarde d'autres écoles, je regarde... Voilà. Mais en fait, la période ne tombait pas. Écoute, ma foi. Non, mais c'est Cordon Bleu. C'était une question de timing. Je me suis dit, pourquoi pas le Ritz aussi. Il lui proposait le planning, le programme assez intéressant et tout ça. Mais comme j'étais assez sérieuse à l'époque, on va dire, je me suis dit, mois de mars, il faut que je rentre. Je me suis engagée. Moi j'ai donné mes paroles à mes parents, donc le mois de mars, c'est le mois de mars. Je suis partie le début avril, il faut que je rentre à la fin mars, quoi. Ok. Alors, le plan était bien millimétré. À l'époque. Oui, à l'époque. On imagine qu'il y a eu des rebondissements. Entre-temps. Mais donc, c'est comme ça que je suis rentrée au Cordon Bleu et puis que tout était nouveau pour moi. En fait, grâce à mes parents, surtout grâce à mon père, donc, comme je vous ai dit, que mon père, il adorait la gastronomie. Donc, on était habitué à aller manger au resto, de côtoyer avec certaines manières, en fait, la cuisine française. Et je me rappelle une fois... à l'époque, il n'y avait que les gastronomies en France. Enfin, gastronomie française au Japon. Il n'y avait pas de bistronomie. Ok. Ah, d'accord. Donc, la cuisine française, le restaurant français, c'était quelque chose... Enfin, il était considéré quelque chose de très luxueux. Ce qui était le cas d'ailleurs. Mais, par la suite, il y a eu un premier bistrot qui s'est ouvert. Et mon père, il dit, on y va. Et qu'on était justement dans le bistrot.
Enfin, c'était même pas à Tokyo même, en fait, c'était en banlieue de Tokyo, dans le trou où il fallait trouver vraiment. Encore une fois, il n'y avait pas de GPS à l'époque. Il n'y avait pas d'iPhone, quoi. Et donc, on y arrive, et le chef, là, le menu, c'était quelque chose qu'on ne connaissait même pas. Parce que les amuses, c'était les rillettes, de rillettes avec le morceau de pain. Il était tellement bon qu'on avait redemandé est-ce qu'on pourrait avoir encore les rillettes. C'est quoi déjà le machin et tout ça. Alors que dans le gastro, c'était petite amuse-bouche, petit sablé, machin et tout ça. Mais c'était convivial dans un petit pot avec le cornichon à côté. Et très convivial, familial. Et puis que le cadre aussi, le chef, il leur ramenait et tout ça. Et que le plat, c'est pareil, c'était le bistrot, vraiment le morceau de viande, de patates, de salade, tout ce que vous voulez, on le trouve ici en France d'ailleurs. Et à l'époque, moi j'avais, en fait, le début quand je suis arrivée ici en France, j'avais ma copine japonaise qui était mariée avec un Français. Elle était choquée de repas qu'elle mangeait chez ses beaux-parents. Ok. Elle dit, tu te rends compte, en fait, la cuisine française, elle est réputée comme quoi la gastronomie, en fin de compte, en fait, à la maison, c'est pas ça. Hein. Ils font des... Bah oui. Non, mais une tranche de jambon avec la salade, ça, c'est un entrée. Et je disais ça, bah oui. mais non, mais c'est ça, c'est justement l'image. Totalement. Quand on parle de la cuisine japonaise, l'image de cuisine japonaise auprès de l'étranger, forcément, c'est le sushi, les yakitori, machin. C'est un peu l'image qu'on a. Aussi bien pour les Japonais, cuisine française, c'était quelque chose de vraiment. Tout est beau. Il y a toujours en entrée plat, fromage, dessert. Comme si c'était au resto. Mais d'ailleurs, du coup, au Cordon Bleu, tu as fait cuisine ou pâtisserie? Non, j'ai fait la pâtisserie. Parce que là, tu nous parles de cuisine salée. Ouais. Est-ce que tu avais déjà découvert, tu avais déjà eu une approche de la pâtisserie française? Ah oui, donc forcément dans le dessert, alors, au moment de dessert, il y a, en fait, la cuisine française, gastronomie française, c'était quelque chose qui m'était proche, grâce à mon père. Mais justement, Cordon Bleu, je pouvais aussi apprendre la cuisine que la pâtisserie. Ouais, et pourquoi tu t'es dirigée vers la pâtisserie? Parce que je pense que dans les souvenirs justement de mes enfance, que dans les restos, souvent en fait, au moment de dessert, je me suis dit waouh, que ça soit visuel que gustative, il y avait des choses qui m'ont marqué, qui m'étaient restées. Là, en fait, je trouve que le goût, souvenir de goût, c'est quelque chose qui marque. Ouais. Et il y a des moments où on se souvient grâce en fait au mémoire de goût. Oui, puis tu disais aussi que tu avais toujours eu cette âme très artistique. Peut-être que tu retrouvais dans les desserts, dans la pâtisserie, plus ce côté artistique que dans la cuisine aussi, non? Oui, peut-être, mais à l'époque, c'était pas encore comme aujourd'hui, la pâtisserie, techniquement parlant, et tout ça. Donc, c'était notamment, je pense que, par exemple, là, je viens de parler de bistronomie. En fait, un dessert qui m'a marqué vraiment, c'est un des meilleurs desserts de ma vie, c'est île flottante. Ok. Île flottante, crème anglaise vanille, le meringue, le poché. En plus, le poché, c'était même pas cuit en vapeur et tout ça en forme comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle justement de visuel, île flottante, on le fait dans les moules formes qu'on le donne, qu'on met dans le four vapeur. Donc les moules, ils prennent la forme de moule. À l'époque, le chef, il faisait la quenelle avec 2 cuillères, il le mettait dans de lait bouilli ou dans le lait chaud. Et, parce qu'en fait, à la fin, le dessert, quand j'ai goûté, j'ai dit waouh, encore. Et puis mon père, il dit mais alors c'est bon et tout ça. J'étais super compliquée au niveau alimentaire en fait quand j'étais petite. Et donc chaque fois quand on allait au resto, mon père, il lui demandait le menu spécial pour moi. Ah oui, d'accord. Et là, ce jour-là, donc, il ne savait même pas ce qu'il pouvait commander parce que il a appelé au resto forcément, donc il demandait ce qu'il pouvait. Et donc, nous, on avait, j'avais pas forcément eu de menu spécial ce jour-là. Et le dessert, j'ai choisi les îles flottantes. Et là, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai redemandé le deuxième dessert, la même chose, les îles flottantes. Mes parents et tout ça, ils ont pris d'autres choses. Et là, ça m'a marqué. Et du coup, le chef, il est venu parce que c'est pas commun qu'un client qui lui demande 2-3 fois le rillette, ou que, je sais pas, 2 fois la même dessert, machin et tout ça, qu'il était intéressé et tout ça. Et donc, le chef, il m'a expliqué comment il avait fait. Et donc, on entre dès le lendemain, j'ai commencé à faire île flottante à la maison. Mes parents, ils étaient cow-boys, donc ils ont goûté toutes les îles flottantes différentes.
Voilà, Trop mon bien. mon père, il avait pas mal de livres de cuisine, enfin la pâtisserie, la cuisine en fait dans la bibliothèque. Pourtant, il ne cuisine pas du tout, il sait pas du tout cuisiner. Hein. C'est vraiment un intérêt pour la culture. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu racontes, c'est que tu as employé 2 fois le mot waouh. Et je pense qu'on peut tous s'identifier. Parfois, il n'y a pas de mots, mais tu te souviens très bien de l'effet waouh. Et que en fait, c'est le sourire qui arrive naturellement Le en fait. sourire, ouais. Et que c'est ça. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est. Ah non, mais c'est ça. Non, mais c'est vraiment une émotion. Je pense qu'il n'y a pas besoin de grands discours. Ah non. C'est vrai que la pâtisserie peut faire ça. Ouais, mais aussi bien la cuisine, hein. Mais la cuisine aussi, moi j'ai eu quelques fois des émotions comme ça, ou alors j'ai goûté quelque chose. À la fois, ça pourrait être comme là, c'était le waouh en fait, qu'il soit bon, qu'il y a des souris qui arrivent. À la fois, ça peut être waouh, c'est bon, mais je comprends pas comment il est fait. Et là, c'est intriguant. C'est intriguant, tu réfléchis. Moi, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup. J'aime bien analyser, j'aime bien comprendre. Donc, ce genre de choses qui me lance le défi, j'adore en fait étudier. Et là, c'est par exemple, j'ai travaillé je raconte après le parcours, mais quand j'ai travaillé pour Gagnère, par exemple, en fait, chaque fois quand j'ai eu des propositions d'un poste, j'allais manger dans son restaurant. J'ai jamais travaillé par l'intérêt ou par le CV pour avoir le beau parcours CV et tout ça, parce que c'était pas du tout dans mon but non plus. Et donc, chaque fois quand on m'a proposé de certains postes, j'allais manger. Et si jamais il y avait des cuisines, ou aussi bien le dessert, ça pourrait être en tout cas ensemble des choses, parce que je considère que le restaurant, c'est l'ensemble des choses. Oui, totalement. C'est pas un plat qui va vous séduire que vous allez tout comprendre, que vous avez envie de travailler. C'est ensemble des choses. Et surtout, ce qui est important, c'est justement le service, comment ça a été présenté. Et l'histoire qu'on raconte. Ah oui, l'histoire qu'on raconte, tout le monde qui travaille pour ce travail en fait de servir aux clients aille au même sens. Ouais. La philosophie de la maison, de recevoir les clients, de faire plaisir aux gens. Ouais, en et fait, tout qu'il ça. y ait une philosophie dans l'atmosphère de l'endroit où tu vas Ah manger. oui, Quoi. oui. C'est vraiment le osmose entre la cuisine, par l'esprit de chef que nous, les exécutants, on va dire, au quotidien, adhèrent, comprennent, essaient de comprendre, analyser, de employer son esprit à son propre mot, parce que c'est ça qu'il faut faire. Parce que l'esprit de la recette, c'est une chose. Hein, la recette, la pâtisserie, notamment la pâtisserie, tout est chiffré avec 5 grammes de levure, je sais pas moi. Mais c'est pas autant que vous le suivez qu'en fait vous allez avoir le même résultat tous les jours. Non. Mais ça, ce dont tu parles, c'est un peu ce que tu as fait toi pour Pierre Gagnère à un moment. Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, avant qu'on parle de ça, est-ce que tu peux nous faire un petit parce que entre cordon bleu, parce qu'entre cordon bleu et là ça a beaucoup changé, oui. Rapidement. Parce que ça c'est vrai, pardon. Donc le cordon bleu, donc 9 mois, je suis allée et c'était découvert pour moi aussi. Pourtant justement le programme, c'était quelque chose de pâtisserie française classique, traditionnelle, qui est assez simple. Mais tout était nouveau pour moi. Donc on faisait un jour 4 quarts. J'étais contente de faire le 4 quarts, je ramenais, je donnais aux amis, comme on disait, c'est bon, machin. C'est ça aussi que le partage. En fait, la pâtisserie qui peut apporter, c'est vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire, on va dire, dans la vie quotidienne en tant que nourriture, on va dire. Parce que bon exemple, c'est qu'au Japon, on n'a pas forcément le dessert dans le repas. Il ne manque pas le sucre forcément, parce que dans la cuisine, le sucre il est intégré. Mais le dessert, c'est le petit gâteau japonais, c'est l'art de thé pour se faire plaisir, pour partager les moments avec les gens, en discutant et tout ça. C'est tout ça. Je pense que la pâtisserie, ça englobe, on va dire. Et par la suite, donc, au bout de 9 mois de cordon bleu, on m'a proposé de faire le stage. Donc, ça dépassait 2 ans. Donc, je me suis dit, allez, 3 mois, ça dépasse. Je prends le téléphone, j'appelle papa. L'école, il me propose les 3 mois de stage. Est-ce que je pourrais le faire alors que j'avais dit 2 ans? Oui, il n'y a pas de problème. 3 mois, c'est rien. Il n'y a que moi en fait qui pensais qu'il m'était fixé 2 ans. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Et donc j'ai fait les 3 mois de stage. À l'époque, en fait, c'est le prof de ce cordon bleu qui était Laurent Duchesne. D'ailleurs, c'était mon professeur. Et c'est lui qui m'a proposé la durée. Et sur les Champs-Élysées, en tout cas, à l'époque, c'était à l'époque, c'était Hermé, il venait de partir. Philippe Andrieux qui était le chef. Et c'était vraiment une époque en or. Moi, je dis ça. Oui, la durée, là, c'était à l'époque 99. Et là, il y avait toute l'équipe
les gens, ils étaient passionnants. Ils m'ont partagé leur savoir, leur envie de bien faire des choses, leur joie de travailler. Là, je voyais en fait vraiment des travail de qualité. Et moi, j'étais dans un premier temps autour. Le stagiaire, en fait, on fait chacun, on est 3 mois. Enfin, le cordon bleu, il envoyait tout le temps, en fait, le stagiaire. Donc, on avait un mois autour, un mois entremets, un mois où, je sais pas, la nuit et la finition. Je vais juste expliquer pour ceux qui nous écoutent, parce que tour, moi, tournier, c'est un métier que moi j'ai découvert en passant mon CAP, donc c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais donc il y a le pâtissier, le boulanger, et le tourrier, c'est un peu entre les deux, c'est celui qui travaille la pâte, c'est ça. Et qui globalement fait des viennoiseries ou les pâtes, la tarte, voilà, c'est ça, tout à fait, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un poste à clé, d'ailleurs, moi je trouve. Ouais. Le tourrier et le four, c'est les 2 postes qui sont très très importants dans la pâtisserie. Les cuissons. Ah oui, parce que les stars, on considère toujours un peu que les stars des gâteaux, des pâtisseries, c'est les entremets, parce que c'est joli. Justement, on parlait de visuel. Tout ce qui brille. C'est tout ce qui brille, on va dire. Mais au fond, le tour et le four, le poste des fours, c'est vraiment les postes à clé. Dans l'organisation de vie quotidienne de la pâtisserie et boulangerie au quotidien, on va dire. Une cuisson mal maîtrisée, ça va se ressentir dans le gâteau. Tout est raté en fin du compte. Tu as fait du tour chez La Durée. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai fait la finition, j'ai fait l'entremets. Mais entre les 3, en fait, j'ai passé beaucoup de temps en fait autour, parce que j'ai adoré à toucher la pâte aussi. Et puis aussi parce que j'étais certainement douée au niveau manipulation de pâte et que le responsable, il voulait pas me lâcher. Donc voilà, il a négocié puis que j'étais autour et j'ai adoré d'ailleurs. Et la pâte, elle est vivante. C'est pour ça aussi que justement le Christophe, quand il m'a parlé de panettone, en fin de compte avec Christophe, Christophe Louis, en fin de compte Christophe, en fait, on se connaît mais on se connaissait pas. Enfin si, on se connaissait. Non, alors on se connaissait mais on se connaissait pas vraiment. On n'a jamais travaillé ensemble. Quand Christophe il m'avait dit que quand il allait partir de Grande Épicerie de Paris, qu'on avait pris un thé ensemble et qu'il me dit je vais faire le panettone. Je dis mais quoi les panettones? C'est quoi ton problème avec les panettones? Mais si, non, parce que j'adore le panettone. Ouais. J'adorais la panettone en fait depuis que j'étais petite. À Tokyo, comme je vous ai dit, j'étais très difficile au niveau alimentaire et en fait mon père il achetait toujours des viennoiseries de chez Elia à l'époque à Tokyo et il Salmaio, en fait, il y avait un épicier un peu comme le Fauchon en Italie, italien qui était à Tokyo d'ailleurs, c'est le Ebidia et il Salmaio, il était côte à côte. Il a acheté panettone de il Salmaio que j'ai adoré. Et du coup, il m'a acheté entre les deux. Edia, il Salmaio, panettone. Tu comparais les deux. Non, mais c'est vrai. Donc, je connaissais les vrais panettones, le très bon panettone. Ouais. En venant ici en France, j'ai trouvé en fait les panettones vendus dans les boîtes au supermarché. Je me suis dit, c'est quoi c'est le panettone? C'est pas du tout la même chose. Et donc, quand Christophe il m'avait dit, mais pourquoi un Français qui n'est pas boulanger, ni, voilà, tombe dans les panettones qui veut faire que la panettone? J'ai pas compris, mais j'étais ravie, parce que je voulais manger les bons panettones. Ah oui. Tu voulais contribuer à la création d'un excellent panettone. À l'époque, ça date. Hein. Franchement... Parce que c'est vrai qu'on aborde ça. Aujourd'hui, du coup, Keiko, tu fais surtout du conseil et actuellement, tu travailles du coup avec Christophe Louis qui fait les fameux panettones que je donne un coup de main, oui. Ouais, je donne un coup de main. Non. Et non, mais c'est parce que justement son projet, il est beau et que je pense qu'il a beaucoup de choses à apporter, on va dire. Et voilà, moi je pense que quand il y a des produits bons, il faut que ça puisse être apprécié par tout le monde. Et, il fait vraiment ça avec le cœur. Oui, voilà. Et encore une fois, comme j'adore travailler le pâte, et tout ça aussi, en fait, tout ça qui nous a réunis, si vous voulez. Et quand il m'a parlé, parce que en temps normal, enfin, encore je déraille à chaque fois, mais voilà, après le parc de la Dieu. Au niveau des tiroirs. On a tellement de tiroirs. Et puis aussi, quand on exerce le métier passionnant et qu'on est passionné, on a des voyages temporels. Mais... Voilà. On revient. Au final, vous allez comprendre ce que c'est mon parcours. Normalement. Je reviendrai. On fera un récapitulatif à la fin, t'inquiète pas. Oui, donc, je reprends un panettone ou je reprends la durée Reprenons peut-être... Ce qui t'a fait amener chez Gagnère, peut-être? Donc, parce que c'était quand même une partie importante de ta carrière. Alors, avant, il y avait 3 gros. Oui. Alors, il y a eu la durée, 3 gros et ensuite... Ah, mais non. Alors,
Non, il y a eu donc la durée. Commençons la durée. La durée, donc finalement, 3 mois de stage, on m'a proposé de rester en tant que salarié. Donc, Ok. ils ont fait tout nécessaire pour que je puisse obtenir la carte de travail et tout ça. Donc, j'étais ravie. Et là, les barrières avaient sauté, les 2 ans, on avait oublié. Ah non, j'ai pas oublié. Hein. Chaque fois, j'ai demandé à mon père. Hein. Ah non, mais c'est vrai. J'ai toujours appelé à mon père quand la durée, il m'a proposé de rester. J'ai appelé, je dis, il me propose de rester. Mais je sais pas si j'allais obtenir la carte ou pas. Mais il me dit, oui, fais-le si tu veux. De toute façon, tu peux rentrer n'importe quel moment, on est là. Et que si dans ta vie, 1 an ou 2, c'est rien dans ta vie. C'est beau, hein, parce que... C'est beau, alors, justement. Ouais, bon. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte. J'ai eu beaucoup de chance. Si aujourd'hui je suis là, si j'étais devenue chef pâtissier pour grand chef, c'est grâce à mes parents. Sans leur compréhension, leur soutien, leur voilà. Encouragement finalement d'un puis, côté de te laisser ce temps confiance. Et de le renouveler à chaque fois, c'est un vrai encouragement. Et c'est aussi pour ça que on te laisse faire plein d'allers-retours entre le Japon, tes souvenirs, et la France, ton parcours, parce qu'on sent bien à quel point c'est intimement lié. Oui. À quel point, voilà, le panettone, les souvenirs avec ton père qui t'en achetait, la gastronomie, la bistronomie et la découverte. Donc, c'est vrai que c'est hyper marrant de voir à quel point tout ton parcours a été influencé par beaucoup de petits souvenirs de ton passé. Non, mais c'est pour ça, en fait, on m'a posé, donc après la durée, en fait, au bout de 2 mois, on m'a proposé de rester. Finalement, je suis restée 3 ans. Et là, j'ai adoré travailler la durée et tout ça. Par la suite, il y avait une des collègues, ma meilleure copine d'ailleurs, qui était nommée pour le chef pâtissier pour Pierre Gagnère à Londres, au sketch, pour l'ouverture. Ouais. Il fallait qu'elle choisisse son équipe pour ramener de Paris à Londres. D'accord. Et donc, on m'a proposé de venir. Et c'est comme ça que je suis partie pour faire l'ouverture de sketch à Londres pour Pierre Gagnère. 2002 à 2003. Et j'ai fait 1 an, c'était une expérience inoubliable. Pareil, c'était très dur physiquement certainement, mais je dis certainement parce que je n'ai pas de souvenir qu'il était dur. Tu t'en es pas rendu compte? Non, parce qu'on était une équipe soudée, c'était de telle intensité de projet et qu'en fin du compte, la fatigue, certainement, on était là, on sentait, mais on sentait pas, parce que c'est psychologiquement, on était satisfait. Donc, en fait, c'est psychologique qui joue énormément, en fait, qui influence beaucoup quand même. Ouais, en fait, tu avais cet enthousiasme qui prenait le dessus sur la difficulté que ça imposait à ton corps. Ouais. Certainement. J'espère qu'on entend les étoiles dans les yeux au micro. Parce que chacun de tes souvenirs, là, quand c'est marquant comme ça, on oui, mais sinon, parce que sinon, je serais pas là aujourd'hui. Du coup, 1 an? 1 an, donc sketch, et puis après, je suis rentrée en France parce que j'avais la carte de séjour française. Et voilà, et si jamais j'étais restée encore plus, j'aurais pu rester à Londres aussi. J'aurais pu perdre, en fait, la française aussi. Okay. Et du coup, je m'étais dit, et puis aussi, 1 an, c'était très, très, très beau, 1 an. Je me dis, peut-être qu'on va rentrer. Et je suis rentrée. Et après, j'étais au Maurice avec Yannick Aleno. À 2003, 2004. Aleno, il est arrivé Monsieur Aleno, chef Aleno, Yannick Aleno. Il est arrivé au mois d'août 2003. Et moi, je suis intégrée. Il m'a contactée. Et puis, je suis intégrée entre Kirk Huître, en fait, qui était chef pâtissier à l'époque, et Camille Le Sec, qui allait arriver de client. J'étais entrée à cette époque-là, en fait, décembre. À nouveau une belle époque. Ouais, c'est ce que... Ouais, justement, c'était vraiment belle. En fait, encore une fois, comme je vous ai dit, je suis chanceuse. Je suis tombée bon moment, bon endroit, avec belles personnes. Ouais, mais tu sais ce qu'on dit? On dit que la chance... L'étoile, j'ai le bon enchaîné sur le bon étoile. Non, c'était quoi? La chance sourit aux audacieux. Sourit aux audacieux. Ouais, voilà, la chanceuse. Non, je pense que tu as aussi fait des choix. Hein. Oui, alors, les choix, d'ailleurs, quand on me parle de choix, souvent, par la suite, on m'a posé la question, quand vous avez choisi d'être pâtissier, ou de rester dans ce milieu-là, ou de quitter le Japon. En fait, j'ai jamais choisi. Mais c'est ce qu'on entend, ouais. J'ai jamais choisi d'être chef pâtissier, c'était pas du tout mon ambition. C'était vraiment hasard de la vie. Le moment où j'ai décidé de faire quelque chose, que en fait, je suis tombée le bon endroit, bon moment, ou avec belle personne. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas de continuer. On m'a proposé d'un poste sketch. Quand on m'avait dit, je me dis Gagnère. Donc quand il m'a proposé de venir en fait chez Gagnère, j'étais allée manger chez Gagnère.
là, Pour en fait, découvrir l'univers, pour découvrir c'est ce que tu l'univers disais. gagnaire. À ce moment-là, il y avait ma mère et ma soeur qui étaient venues de Japon, donc on a déjeuné ensemble. Et Génial. parce que je travaillais le soir, donc la nuit je travaillais, donc à midi on a été manger avec Mhm. ma mère et ma soeur. Et là, je me rappelle encore, c'était parmi les Amus chez Gagnaire, il y en a plusieurs qui arrivent, dans un petit pot aimanté, la vaisselle est en pente comme ça, il y avait la mousse de carotte. Ouais. Là, je sais comment il est fait aujourd'hui, mais à l'époque, je ne savais pas. Quand j'ai goûté ça, j'ai dit waouh. Mais j'étais comme ça, j'étais scotchée avec une cuillère à la main, j'étais arrêtée une bouchée. Après, je prends une cuillère, je goûte. Je me disais comment il fait ça. Il fallait que je puisse comprendre comment il était fait. C'est là que je me suis dit je vais à Londres. Non, mais c'est génial. vrai. C'est vrai, génial. c'est la carotte qui m'a fait décider. Ouais, mais c'est génial à quel point finalement c'est quelque chose qui. Un tout petit geste qui paraît. Ah bah oui. C'est comme un petit pas pour l'homme, Ouais, comme bah un petit oui, pas oui, pour c'est la, ça. sur la lune, quoi. Bah, y C'est a- un tout petit geste qui va déclencher finalement quelque chose chez toi de tellement grand que tu te dis Ouais. ok, bah je pars à Londres, Parce je vais travailler chez que, ouais, Gagnaire. c'est ça. Parce que justement, je m'étais posé la question quand il m'a proposé. J'ai refusé 3 fois, en fait, 3-4 fois parce qu'il m'a proposé, mais en même temps, il fallait que je puisse avoir le visa carte, de travail en Angleterre. J'avais mis 1 an pour obtenir la carte de travail ici en France à l'époque avec la durée. Mhm. Et donc, il fallait encore refaire la même chose. Et tout ça, je me suis dit, ouais, encore ça vaut la peine et tout ça. Mais là, le carotte, il m'a fait Voilà, la décider. carotte, Voilà, c'est carotte. bon, ça vaut Merci, la peine. chef. Et c'était justement l'expérience extraordinaire, l'ouverture de dingue. Mhm. Il n'y a qu'un seul projet comme ça dans le monde. Et là, j'en ai fait des ouvertures avec Gagnaire depuis que j'étais devenue chef pâtissier Gagnaire. Mais l'ouverture de sketch, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Alors, attends, Parmi toutes les ouvertures de Gagnaire. on reprend. Donc, il y a eu sketch, ensuite t'es rentré, t'es allé au Meurice. Nice, voilà, le Maurice. Donc, j'ai fait. En fait, chef Aleno, il m'a demandé de faire le lien entre 2 équipes. Donc, parce qu'il y avait l'équipe de Maurice à l'époque. Non, Mhm. 3 équipes en fin du compte quand j'ai été. Il y avait l'équipe de Maurice avant Aleno. Ouais. Aleno, il a embauché une équipe. Après, Ouais. il y a les Camille qui allaient arriver, une équipe. Camille Donc, Le Sec. les secs, voilà, qui est en Alsace d'ailleurs, qui est Mhm. super beau pâtissier. Là. Et donc, j'étais un peu au milieu de tout le monde. Je faisais partie de personne, ni aucune Ouais. équipe. Voilà, Tu faisais le lien. je faisais le lien. Je suis un peu diplomate, je discute un peu tout le monde. Voilà, voilà. t'es sympa, Ouais, donc t'es un bon ouais, point bah. d'ancrage. Ah, avec voilà, pour ces 3 j'écoute, oui, c'est vrai. Même si je fasse, oui, ok. Mais bon, pourquoi tu dis pas directement? Voilà, je vais pas. Ouais. Enfin bref, donc j'ai fait ça. Et puis après, donc c'est Aleno, il m'a proposé de Lancaster, l'ouverture de Lancaster avec Michel Trois-Gros. Ok. D'accord. Et donc c'est Aleno, Des il me petits dit. noms. Des petits noms. de Ouais, la donc, gastronomie voilà, française. comme- On vous donc- expliquera qui c'est si vous voyez pas. Ouais, donc il me dit, ok, Lancaster, il ouvre, il y a Michel Trois-Gros qui entre là, est-ce que tu veux pas y aller, et tout ça, je me dis, si t'intéresses, je te mets en contact, j'appelle, machin, tout ça, c'est comme ça que moi, je suis allée le voir. Ok. Et là, et puis, on m'a proposé, je dis, voilà, oui, Ah oui, Bah mais oui, oui. finalement. C'est encore une fois, voilà, parce que les Trois-Gros, en fait, au Japon, ça existait Trois-Gros. Mhm. Le chef Pierre, il était le premier Français à être venu en France, au Japon. D'accord. Donc, comme mon père, il adorait la gastronomie et tout ça, donc les Trois-Gros, je connaissais l'histoire de la famille, je connaissais la cuisine un peu et tout ça. À l'époque, il n'y avait pas encore le restaurant Trois-Gros, mais il y avait les épiceries, le traiteur Trois-Gros, où mon père, il achetait les pâtés et tout ça aussi, les viennoiseries, machin et tout ça. Incroyable. Donc, il y avait ce lien-là C'est aussi. beau, hein. Donc, voilà, c'est pour ça, quand Lancaster, l'ouverture encore, en fait, moi j'adore l'ouverture. J'adore Parce faire que les ouvertures. parce que c'est la page blanche. L'histoire, en fait, il y a pré-l'histoire, Lancaster, ça a toujours existé. Mais en termes de cuisine, Michel Trois-Gros, il arrive avec son équipe, une nouvelle équipe, il forme une nouvelle équipe, nouvelle aventure, parisien. Il a jamais fait d'autre chose qu'à Rouen, on va dire. Et voilà, j'ai rencontré Michel Trois-Gros et il m'a séduit de suite. Et le cadre de Lancaster aussi, c'est tout petit palace parisien, tout mimi, caché, tout ça, ça m'a, j'ai adoré. Et donc, je suis entrée là comme ça, et puis j'étais entrée chef de parti. Donc dans les brigades, il y a le chef de parti, de mes chefs de parti, et moi j'étais le numéro 3. Et au mois d'avril, l'ouverture, et le chef pâtissier qui était là, l'ouverture Cyril,
il partait en fait à Roanne, donc la maison mère Trois Gros, au bout de 3 mois. Donc, dans ma tête, enfin, ça n'est même pas dans ma tête. C'est que pour moi, c'était Cyril il part. Mais aucun moment, j'ai pensé que j'aurais imaginé qu'on me proposerait le poste de chef pâtissier, sachant que j'avais que 4 ans d'expérience en pâtisserie et qu'il y avait ce chef au-dessus de moi, qui était Sébastien, qui était super gentil. Il était même âge que, enfin, on avait le même âge, je crois. Et il le connaissait de Lancaster. Ça faisait 10 ans qu'il était au Lancaster, donc il connaît la maison, il connaît toute l'autre équipe. Parce que quand on travaille dans un hôtel, il ne s'agit pas que de la cuisine. Il y a ensemble de services de l'hôtel, ça concernait. Et donc, de connaître d'autres services, les gens de d'autres services, ça aide aussi d'avoir fluidité dans les communications, tout ça aussi. Une légitimité. Ah, la légitimité dans ce qu'il fait, parce qu'il connaît la maison. Et voilà. Et donc, pour moi, je pensais que soit il a engagé quelqu'un d'extérieur, soit il a engagé Sébastien. Et ben non, en fait, un jour, j'étais dans l'après-midi en train d'étaler la pâte, justement, la minois autour, et il y a Michel Trois Gros, il y a chef, à ce jour-là, il y avait les chef pâtissier, chef de cuisine de Roanne qui était là, chef cuisinier de Lancaster. La pâtisserie, il était tout petit. J'avais la minoise, j'étais là. Il y avait 5 chefs qui arrivent comme ça, en pâtisserie. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, faut pas être intimidé. Non, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait une bêtise. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, chef Michel, il ouvre la parole, il dit, Keiko, on te dérange juste 5 minutes, on veut te parler. Et oui, chef, j'arrête, je me retourne, puis que voilà, ils étaient là, chef Michel, il était là, les 4 autres, il avait les bras croisés avec un sourire derrière. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, chef Michel, il me dit, donc voilà, on a fait l'ouverture, ça fait 3 mois, tu sais que Cyril, il part, hein, on t'apprécie beaucoup, j'aimerais te proposer le poste de Cyril. Là, je m'y attendais absolument pas, vraiment pas. Et du coup, je savais pas répondre parce que dans ma tête à la fois, j'adore le challenge, mais en même temps, en fait, il y avait plusieurs choses qui m'étaient arrivées en même temps dans ma tête. D'une, comment Sébastien il allait réagir, ce chef. Comment j'allais être vis-à-vis de lui. Comment d'autres personnes vont être vis-à-vis de lui et nous, entre guillemets. Moi, j'étais numéro 3, Sébastien, il était numéro 2. Il y avait d'autres équipes au sein de l'hôtel, aussi bien l'hôtel que dans le brigade de la cuisine. Je lui grille la priorité. Ouais, un peu ça. Et puis, est-ce que il sera déçu? Est-ce que les autres personnes, comprendre mal? Ou alors, il peut y avoir les clones, ou, il y a tout un tas de choses. Parce que c'est humain, quand même. Bien sûr. Et donc, il y avait ça. Et de 2, en même temps, je me suis dit, j'ai à peine, 3 ans et demi d'expérience. Est-ce que je serais capable c'est pas la gestion, de prouver par le travail au quotidien, quand je rencontre dans le problème de exécution, de produits ou quelque chose, que j'arriverai à trouver la solution sur le coup. Est-ce que j'ai les épaules? Ouais, pour que, en fait, c'est pas de challenge en soi qui m'a fait poser cette question-là. C'est est-ce que j'aurais, parce que l'hôtel c'est 24/24. Je peux ne pas être là, mais le brigade ils sont là. Donc c'est pas moi qui le fais tout le temps. Si jamais je fais une erreur, que je loupe, je refais, c'est pas qu'il suffit, mais je dois refaire. Mais en tant que chef, tu es responsable de tout le monde. Même quand t'es donc pas il y a une erreur de fait. Il faut qu'on trouve la solution pour l'ensemble de l'hôtel, l'ensemble des clients qui viennent, que je sois là, je sois pas là. Et tout ça, et puis déjà quand je dois former les gens alors que j'étais même pas formée, entre guillemets, je sais même pas jusqu'à où j'étais formée d'ailleurs. Non mais c'est vrai, au bout de 3 ans et demi. Bien sûr que tu continues à être formée même quand t'es chef. Non là c'est ça. Justement, on est bien d'accord. C'est pour ça en fait je m'étais dit, il y a pas de fin pour la formation, on est bien d'accord. Mais jusqu'au où j'avais appris, en fait je pouvais pas me mesurer où j'étais. Par rapport aux d'autres personnes, et la connaissance et tout ça. J'adore lire, j'adore regarder les livres de pâtisserie, comme là je faisais à l'époque, même quand j'étais au Japon. Et donc j'avais certaines connaissances, mais sauf que j'avais pas exercé. Je connais la théorie. J'ai pas testé. Voilà. C'est ce qu'on entend quand on dit avoir du métier. Ouais, c'est ça. D'avoir la connaissance avec la tête, on le connaît, mais c'est pas autant qu'on sait le faire.
Ouais, il faut de l'expérience quand même. Pour pouvoir le faire, il faut répéter, il faut apprendre. Pour apprendre, il suffit pas de faire une fois. Si tu arrives à faire une fois, c'est que tu es un génie. Et encore, le génie pourrait louper deuxième fois. Bien sûr. Voilà. Donc tout ça, en fait, que je me suis dit, mais donnez-moi quelques jours pour vous répondre. Mais c'est aussi signe que tu comprenais l'enjeu. Oui, parce que je mesurais. Parce que ça faisait 3 mois que j'étais là. Et l'hôtel, c'est ensemble les choses. Encore une fois, on fait de tout. On faisait de tout de A à Z. Il y avait le petit-déj. La seule chose qu'on ne faisait pas, c'était du pain. Parce que la cuisine était tellement petite qu'on ne pouvait pas installer les panèmes et tout ça. Et donc, le pain... Et alors, comment il a réagi, Sébastien? Donc, j'ai parlé à Sébastien. J'ai demandé à chef Michel, est-ce que vous aviez parlé à Sébastien? Ouais. Et que je lui avais dit, est-ce que ce ne serait pas plus judicieux et que ce serait pas plus juste de proposer à Sébastien plutôt qu'à moi? Il a plus d'expérience, il connaît la maison. Voilà. Dis donc. C'est honorable. Ouais, c'est Non, pas... mais moi je trouve Mais que pour toi, ça te semble normal? Pour moi, ça me semble normal. Parce que d'être chef pâtissier, c'était pas du tout mon but. Encore une fois. Ouais. Donc, je faisais ça parce que ça m'intéressait, parce que c'était quelque chose que je voulais apprendre. Et donc, quelqu'un qui connaît mieux le métier, il avait presque 15 ans, 20 ans de métier à l'époque déjà. Et moi, j'avais 3 ans et demi, 4 ans. Il lui avait parlé? Et chef Michel, apparemment, il y avait déjà parlé. D'accord. Pas forcément proposé, mais il y avait parlé. Et le fait qu'il allait me proposer. Parce que pour qu'il vienne, il avait déjà parlé. D'accord. Apparemment. Et donc, Sébastien, il avait apparemment dit que, non, en fait, il ne veut pas le poste de la responsabilité. Ah, Ok. écoute, ouais. Il y a chacun ses caractères, vous savez. Oui, carrément. Pas pour tout le monde. Et donc, il était content de ce qu'il faisait. Il adore la pâtisserie, mais il ne veut pas avoir justement toutes ces responsabilités dont on vient d'évoquer sur son épaule. Donc il était là où il en était actuellement, il était bien pour Ah moi. oui, Ok, en tout cas, c'est ce qu'il avait dit. Et donc, quand j'ai entendu ça, après, j'ai parlé avec Sébastien aussi, évidemment. Et puis qu'il m'avait confirmé ce qu'on m'avait dit. Et par la suite, j'ai fait ça, j'ai accepté au final. J'ai cogité la nuit. Le lendemain, je me suis dit, de toute façon, tant que je ne le fais pas, je ne saurai pas. Et donc, j'ai répondu avant que chef Michel il rentre à Rouen. J'ai répondu, oui, effectivement, vous me donnez cette chance-là. Voilà, je vais faire mon mieux. Je vais faire mon mieux nécessaire pour que je puisse, atteindre. Attendre, non, on va pas attendre, mais je puisse Être à la hauteur. à la hauteur de ce qu'on me demande. Et c'est comme ça que je suis devenue chef pâtissier et que j'ai fait, au final, 4 ans au Lancaster. 4 ans. Ok. Oui, 4 ans. Et c'était vraiment une très belle maison et que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu travailler dans ce moment-là, encore une fois, dans cette période de Lancaster, l'ouverture, 3 gros, nouvelle équipe et tout ça. Et au bout de 4 ans, au bout de 3 ans, j'ai commencé à me dire, est-ce que j'allais rester encore ou pas? Et que, en fait, au fond de moi, comme j'étais jamais décidé d'être chef pâtissier ni pâtissier, j'avais toujours voulu, en fait, créer ma société. C'est mon père, en fait. Mon père, il est entrepreneur. J'ai eu beaucoup d'influence de mon père. J'ai le caractère de mon père, en fait. Et donc, en fait, j'ai toujours voulu, quel que soit le moment de ma vie, j'ai toujours voulu créer ma société. Même quand j'étais plus jeune. Même si je faisais l'étude d'avocate et tout ça, je sais pas, à un moment donné... Ouais, t'aurais voulu ton cabinet, etc. Je sais pas, j'aurais voulu, entreprendre. Ton caractère. Entreprendre, ok. De ne pas gérer quelque chose. J'ai souvent été capitaine délégué de classe de toute façon depuis que j'étais petite. Non, mais c'est quelque chose C'est que marquant, qu'on c'est marquant. a. C'est ancré, ouais. Ah, Et du coup, à ce moment-là, tu te dis, je vais me mettre à mon compte. Ouais, c'est ça. Je m'étais dit, là, j'ai fait ça. Là, maintenant, peut-être que j'allais monter ma société. Parce que j'adore voyager. Ouais. Et j'ai ce côté, donc la base de cuisine que j'ai acquis. Mais j'aimerais bien, en fait, comme je viens de Tokyo, que je viens du Japon, la culture différente, la cuisine différente. Et je sais que la pâtisserie française est en train de beaucoup évoluer, comme on parlait tout à l'heure. Ouais. Et donc, je voulais voir cette évolution aussi, à la fois en France, mais à la fois large échelle. Et que aussi, ça me permettait de voyager, ça me permettait d'entrer au Japon, d'être un peu plus proche, on va dire. Moins fixe que, c'est ça, par exemple, si tu as une boutique, etc. C'est ça. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire aussi. Parce que généralement, quand on parle à des pâtissiers ou des chefs pâtissiers, quand ils nous racontent leur histoire, ils nous disent
Et donc là, j'ai voulu être à mon compte et c'est tout naturellement que j'ai ouvert ma boutique. Tout à fait. Mais toi, c'est tout naturellement que tu deviens consultante Ouais. pour pouvoir voyager. Ouais, dans un premier temps, en fait, je me suis dit, pendant quelques années, j'allais faire ça. Et après, pourquoi pas la pâtisserie, la boutique. La boutique. Ouais, mais justement, comme tu viens de dire, Clémence, quand on s'installe, forcément, on est cloué. Ah, on s'installe. On s'installe, voilà. oui, C'est ton entreprise. Ouais. Tu vas pas le lâcher. Moi, je me connais. Donc, si jamais je fais ça, c'est que je vais pas partir pour comme Et ça partir. existait déjà beaucoup le métier de consultant en pâtisserie? Non, je crois pas. Non. Hein. En fait, je savais même pas ce que j'allais faire, en fait. En fait, j'aime pas le mot consultant, mais je voulais faire ça, cette forme, parce que Comment j'avais... tu dis, toi? Je suis chef pâtissier et sur ma carte, c'est marqué conseil en pâtisserie. D'accord. Voilà. Autant, c'est exactement le mot, si jamais il faut trouver le mot, c'est consultant, voilà. T'as le droit de pas aimer. Hein. Oui, oui, Non, on mais peut c'est en trouver un que... autre. Parce que... Ouais, consultant, en fait, je consulte, mais en même temps, j'essaie d'analyser la situation. Surtout que tu J'essaie de... développes des recettes. Ouais, j'essaie de trouver la solution qui colle en fait à leur identité, qui fonctionne à lieu où ils sont et clientèle qu'ils ont, avec leurs contraintes, leurs avantages, leur personnel, leur matos, leurs moyens financiers. Ouais, finalement, de voir différentes façons de travailler, même toi, ça te permet de progresser et de bien sûr. et de pas, Tout à fait. de pas être fixé dans Exactement. une méthode et dans une vision. Voilà, c'est exactement ça ce que vient de dire Vincent, c'est que moi ce que j'adore, non mais tu m'as bien compris, là, il est fort. Non, parce que justement quand on parle de consultant, souvent le démonstration ou consultant, tu viens là, tu ramènes la recette, ce que tu as établi en France, que tu viens, tu fais la démo, Non, tu dis voilà, j'ai fait la démonstration, vous avez appris, voilà la recette, je vous laisse, mais ce genre de recette ne fonctionnera pas, le lieu où ils vont faire. Parce Ça, qu'ils n'ont pas de c'est- technique, parce que c'est pas les mêmes climats, c'est pas les mêmes attentes. Moi je suis japonaise. J'ai trouvé le début quand on est venu en France. Quand j'ai travaillé chez La Durée, j'ai trouvé ça, les pâtisseries, les viennoiseries et tout ça, c'était trop bon. Non, mais le matin, je faisais le tour. Donc, le four, le fournier, donc il cuisait les croissants. Justement, c'était vraiment la maison d'excellence. On faisait les croissants, toutes les même taille, hein, mais sauf que quand on les roulait, il y en a certains qui n'étaient pas beaux. Ouais. Donc, en fait, ça montait pas à le magasin. Zut. Donc, le Ça zut. montait. Mais pourtant, tu fermes les yeux, c'est la même chose. Hein. Oui, Enfin, bah c'est oui, le L'histoire même de totalement. Kiko. non, tout le monde, mais voilà. On passe au four, t'as l'échelle, t'as le croissant, les viennoiseries qui sortaient du four, c'est le meilleur moment. Ah, c'est Et là, fou, c'est que même maintenant, alors que là, t'as quand même Ah ouais, pas mais mal tu as- d'expérience, là, mais t'as toujours cette Cette même, sourire, cette justement, même envie, le là, goût, t'as le sourire quand le tu lui goût, parles de ça me marque, ça marque les gens. Et donc, je goûtais la pâtisserie quand il faisait les essais, il me fait goûter l'isparon, l'émotion que j'ai eue quand j'ai goûté l'isparon la première fois. Tu m'étonnes. Ah bah ouais, un Et gâteau que mythique. quand je faisais la décoration la nuit, on mettait les pétales de rose dessus, on mettait une goutte de glucose. Vous savez pourquoi c'est? La goutte, Ouais. c'est C'est la rosée. Oui, ouais, la c'est rosée ça. du On matin. va juste, je pense que beaucoup de gens savent, mais bon, l'Ispahan, c'est cette fameuse association mythique élaborée par Pierre Hermé, donc rose, litchi, framboise. Tout à fait, oui. Et le macaron, à la base, le Ouais. macaron. À la base, et le voilà. macaron. Mais maintenant Ah bah, qu'il c'est- a dérivé ça, il fait des croissants espérants, etc. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment, quand j'ai vu cette détail de gouttes de glucose, je me suis dit encore waouh, quoi. Waouh. Ah oui, bah ça, Encore oui. waouh. qu'il y a Ça, aussi justement, des de chercher, de pousser les points de glucose que les gens ils ne regardent même pas. Peut-être pas. Bah, Mais il quand les on le regarde sait, pas, mais inconsciemment, on le voit quand même. ouais, parce que vous êtes intéressé, vous. Ouais. Mais après, voilà, il suffit d'avoir une personne comme vous qui soit attirée par cette goutte-là, c'est qu'il avait gagné. Moi, je dis ça aujourd'hui, quand je fais la création, je dis, en fait, la plupart des gens, ils vont pas le voir, ils vont pas le comprendre. Mais c'est pas grave. Si jamais il y en a une personne ou 10 personnes qui ont goûté mes gâteaux et mes créations, qui ont compris pourquoi j'ai fait ça, C'est gagné. là, j'ai un grand sourire. Oh. Merci. Voilà, c'est ça. Bon. Mais c'est ça. Et donc, enfin bref, donc c'était quoi? C'était où? J'étais moi, le 4 ans, voilà, consultant. Donc, je voulais associer les deux passions. Parce que c'est, en fait, ce que je faisais, la pâtisserie, c'était pas le métier, c'était une passion. Voilà. Donc, je voulais associer les deux parce qu'il y avait des gens qui m'ont sollicité
est-ce que tu pourrais pas intervenir chez moi de créer les gammes de produits? J'avais des Japonais, j'avais le chef ici en France qui était étoilé, qu'on s'est croisé dans les festivals gastronomiques comme ça. Ouais. Et du coup, j'avais certaines demandes qu'on me demandait, je dis mais pourquoi pas. Donc c'était pas forcément comme quelque chose que je n'avais pas du tout de visibilité. J'avais quand même quelques clients, on va dire futurs clients, que je pourrais éventuellement avoir. C'était pas zéro non plus. Trop bien. Voilà, donc je dis allez, je voulais faire ça, je voulais lancer l'entreprise, j'ai éventuel client, pourquoi pas ne pas le faire. Voilà. Et depuis, c'est ça que tu fais? Ouais, depuis c'est ça ce que j'ai fait, alors que c'était pas prévu comme ça. Est-ce que ça correspond aux attentes que tu avais avant de le faire? Plus que ça, Encore plus. ouais. Parce que justement, encore une fois, encore une fois, je m'étais dit, à quelques années, je vais faire, après peut-être j'allais faire la boutique. Mais après, donc, 3 gros, justement, non, j'ai pas fait de suite consultant, j'ai fait Gagnière après. Ouais. Donc, entre-temps, pourquoi je suis rentrée chez Gagnière alors que je m'étais dit que j'avais futurs clients qui étaient là? Et parce qu'en fait, Gagnière, il m'avait déjà proposé de venir travailler l'année d'avant, en fait, avant que je parte, 2008. Donc 2007, il m'a proposé d'un poste en fait pour Gagnière. Okay. Mais entre-temps, j'avais pas encore annoncé mon départ. Et donc le poste qu'il m'a demandé, c'était le poste à imminent. Il fallait que je vienne de suite. Et moi, j'ai répondu que je ne pourrais pas le faire ça à Chef Michel, qui m'a accordé confiance, qui m'a donné autant de chance. Avec tous les congés payés, récup, machin, je pourrais éventuellement partir au bout d'un mois. Mais avec le respect que je lui dois, je ne pourrais pas le faire. Et que j'avais dit, si jamais, sachez juste que si jamais je pourrais le faire ça, Chef Michel, c'est que je pourrais vous le faire aussi. Ah, je montre ma loyauté par mon refus. Non, mais c'est vrai. Mais c'est bien. C'est au fond de moi, c'est comme ça, pas autrement. Alors que ils m'ont proposé le poste au Balzac, quand même, donc 3 étoiles. Ouais. Mais aucun moment, ma réponse à ce jour-là, c'était pas besoin de réfléchir, c'était imminent. Je ne le ferai pas, non. Et donc il me dit, c'est vrai, vous avez raison. Et donc j'ai d'autres projets. Voilà, c'était comme ça que justement il m'a proposé l'ouverture d'un hôtel en Espagne à l'époque. C'était un projet, c'était l'ouverture l'hôtel. En plus, j'ai fait l'ouverture de l'hôtel. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il dit réfléchissez, on va en parler parce que j'ai pas encore tous les détails, mais c'est l'année prochaine. Un truc comme ça. Donc j'ai dit mais ça tombe bien. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Moi j'aime bien Keiko, on pourrait résumer. Je me suis dit pourquoi pas. Bon, ouais, non, chaque fois, il y a toujours chaque fois. C'est la vie. Oui, c'est la vie. Oui. Et donc, quand j'ai décidé de quitter 3 groupes, en tout cas Lancaster, et que j'allais monter, j'ai pris la décision de monter ma structure, je suis allée voir Gagnière pour dire qu'en fin de compte, vous m'aviez parlé de projet d'Espagne, mais que je monte ma société, donc je ne pourrais peut-être pas venir, un truc comme ça. Donc, on se fixe un rendez-vous, et il me dit... je lui dis en fait je quitte Lancaster. Il me dit ah bon. Il réfléchit. Je voyais qu'il réfléchissait dans sa tête. Si quelqu'un qui connaît Monsieur Gagnière, je pense que quand je dis ça, vous comprenez comment il est à ce moment-là. Il est un peu dans son nuage. Il réfléchit en regardant là-haut et tout ça. Dans les dessins. Ouais. Dans sa tête en fait il y a le nuage qui sort là comme ça. Okay. Et donc en fin de compte il m'a proposé le poste au Balzac. Parce qu'il y avait son chef pâtissier qui était là, mais qui lui avait dit qu'il n'allait pas rester, qu'il ne se sentait pas à l'aise, qu'il ne se sentait pas à l'auteur et tout ça. Donc il m'a proposé ça, je me dis, écoutez, moi, que je n'entendais pas déjà, que je me suis engagée auprès d'autres personnes, donc il faut que je voie. Laissez-moi 1 semaine. Et il me dit, oui, réfléchissez, on se voit au bout d'1 semaine. Et donc je rentre, je parle avec mes amis proches. Elle me dit, mes amis proches me disent, il faut que tu fasses là. Là, il va falloir arrêter de refuser, Keiko. Ouais, mais en même temps, dans ma tête, je savais que j'allais le faire. Parce que le projet personnel, les clients qui m'ont sollicité, mais j'avais pas signé le contrat non plus. Et qu'encore une fois, si je ne fais pas ça maintenant, je ne le ferai jamais. Si je m'installe, je monte mon entreprise, je ne reviendrai jamais à être salarié. Ouais, c'est vrai. Et donc, j'ai fait l'ouverture de sketch qui était extraordinaire. Là maintenant, le challenge, c'est au Balzac. Ah, là, c'est pas du tout le même taille, c'est pas du tout la même histoire. Je dis, même si j'avais dit qu'il fallait 1 semaine, c'était pas par rapport en fait prendre la prise de la décision, c'était pour
trouver le terrain d'entente avec les gens qui m'ont sollicité et tout ça, en fait, essayer de... Ouais. Voilà, c'est pas de perdre, j'avais rien à gagner, mais c'est juste que, voilà, que je ne le déçois pas, que je puisse expliquer pourquoi, alors qu'on était convenus et tout ça, que voilà, et qu'ils comprenaient d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils sont mes clients, justement, aujourd'hui aussi. Et donc, je rentre chez Gagnère. Enfin, au bout d'une semaine, je vais au rendez-vous. Et c'est pareil, ce rendez-vous, c'est inoubliable. Je ne sais pas si je ne vais pas te raconter à la radio, parce que ça va être... Je vous raconterai plus tard. Okay. En tout cas, je rentre au Balzac. Et finalement, je suis restée 4 ans. Je m'étais dit, j'allais faire 2 ans. Je dis, ouais, pourquoi 2? Je sais pas, mais c'est 2. Quand je me dis 2, souvent c'est plus long. Parce que j'avais ce projet personnel de monter ma structure. Et donc, je me suis dit 2 ans et que le chef, il le savait. Je lui avais dit à chef que je venais pour 2 ans au Balzac. Et qu'en fin du compte, je suis entrée au mois de mai. J'ai fait l'ouverture de Séoul, Las Vegas, je sais pas combien de l'ouverture je l'ai fait. Et entre les deux, on fait tous les événements à l'extérieur, la semaine gastronomie, machin et tout ça. C'était intense, mais intense, tous les niveaux, physiquement, émotionnellement, littéralement, intelligence. Au final, tu as beaucoup voyagé comme tu aimes et tu as fait beaucoup d'ouvertures comme tu aimes. Donc ça devait être aussi hyper enthousiasmant. Oui, tout à fait. Et puis le personnage. Monsieur Gagnère, c'est... Ah oui, ça c'est sûr que... C'est quelqu'un... C'est un sacré personnage, on l'imagine bien. Et c'est quelqu'un qui... en fait, aussi bien chef Michel que Monsieur Gagnère, c'est les 2 personnes en fait qu'il m'a montré les portes, alors que je n'imaginais même pas où, le porte ou le tiroir, on va dire, en fin du compte. Et en fait, en travaillant avec ces chefs-là, j'ai connu en fait l'existence de beaucoup de tiroirs que je ne voyais pas, les portes que je ne soupçonnais pas qu'il existait, mais que je ne pouvais pas ne pas ouvrir. J'étais obligée d'ouvrir sans savoir ce qui était derrière. Parfois, Gagnère, il me lançait le sujet, le mariage de goût. Il y a plein d'épisodes, donc je raconte pas non plus cela. Et il me dit ça, il me lance l'association de goût. Et j'imagine dans ma tête, je fais comme Gagnère, en fait, je regarde là-haut, là, j'imagine dans ma tête, mais c'est comment, machin, quel équilibre qu'il faut que je trouve. Et après, mais ça, vous imaginez comment? Il me dit, je ne sais pas. Lui-même, il ne sait pas. Pas encore. Mais pas encore, mais je pense que ça peut être intéressant, donc faites-le. C'est ça les êtres d'intuition. Oui, c'est ça. Et que c'est ça ce qui est beau. Et qu'en fin du compte, comme il ne connaît pas forcément lui non plus, il n'a pas d'idée fixée. Donc il est très ouvert. Donc moi je faisais dans mon côté, en fait je fais des essais. Souvent les pâtissiers on dit voilà, c'est les recettes, il faut que ça soit calé, il faut que les recettes soient respectées. Quand on fait ce genre d'essai, il n'y a pas de recettes. On a des recettes de base, notions qu'on a. Après, en fait, je pèse, j'ajoute, je goûte, je note, j'ajoute, je goûte, je note, j'ajoute, Non, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Encore ça, c'est un élément. Il y a le dessert de Gagnère, il y en a 7-8 éléments par assiette. Et on a 9 desserts pour le grand dessert. Donc, imaginez-vous, en fait, tout ça à équilibrer chacun de recettes d'éléments A, B, C. Il faut que le gustativement, il faut que ce soit équilibré. Mais après, au moment de dressage, chaque élément de la composition, il faut qu'il soit équilibré. La quantité. Et à la fois, ce que j'ai beaucoup appris avec chef, Gagnère, c'est que quand on fait de nouveaux desserts, de nouveaux plats, on fait plusieurs dressages. Donc, le contenant contenu. En fait, quand on change les vaisselles, est-ce qu'on prend l'assiette plate, l'assiette creuse? En fait, ça change complètement. Oui. Et le montage, ça change. Ah oui. Au lieu de monter A, B, C, D, E par 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments, au lieu de monter ça en strate, tu montes 2, 4, 6, 5, 7, je sais pas moi, quel ordre. Et ça change tout. Ça change gustativement, ça change complètement. Parce que l'ordre de la dégustation... C'est pas pareil. Que ça touche la langue au palais. Ouais. Le gustatif, texture, ça change complètement. Ouais, c'est là où tu vois que l'instinct aussi entre en jeu. Ouais. Moi j'ai une mauvaise nouvelle. C'est que tu vas devoir nous accorder un nouvel épisode plus tard. Oui, avec plaisir. Parce qu'on pourrait t'écouter parler pendant des heures et il y a tant à dire. Oui.
On sait, Vincent et moi, on sait tous les deux qu'il y a d'autres sujets dont on aimerait parler avec toi, dont la distinction vie professionnelle, vie privée, et finalement quand on vit un métier passion comme le tien, comment on fait pour arriver à s'arrêter. Mais ça une autre fois, malheureusement, je pense. Hein. Qu'est-ce que t'en dis, Vincent? Bah là, en tout cas, on a pu voir que déjà tout ton parcours a été fixé, mine de rien, par beaucoup de choses de ton enfance. Ouais, c'est vrai. C'est beau. Parce que j'étais pas prédestinée, on va dire. Ouais, non, mais c'est ça. Non, et puis c'est fou parce que chaque étape, on voit qu'il y a vraiment un souvenir derrière. Ouais, il y a l'intuition et moi je trouve que c'est assez beau de s'arrêter sur vraiment cet échange avec Pierre Gagnère et cette idée qu'on t'a ouvert, donc que ce soit le chef Michel Troisgros ou alors Pierre Gagnère. Ouais, c'est les deux personnages. On t'a ouvert des portes dont tu pensais même pas qu'elles existaient. C'est ça, ouais. Et ce qu'on retient aussi de ton parcours, c'est vraiment l'humilité, la curiosité et le pourquoi pas. C'est-à-dire que si j'y vais pas, si j'essaye pas, je saurai jamais. C'est ça. Je pense que c'est... Ouais, mais je pense que... Ouais, j'ai pas... Ouais, c'est vrai que je n'ai pas eu de... En fait, mes parents, ils m'ont jamais interdit. Enfin, à faire des choses et tout ça. Et du coup, ça... Je me suis pas forcément interdit à faire des choses, quoi. Ouais. Tout est possible. En fait, on s'interdit. On s'interdit. Tout est possible. Oui. C'est ça. Après, voilà, il faut se donner certains moyens, peut-être, comme vous dites, Bien mais sûr. quand on aime... Ouais. On va terminer par nos petites questions rituelles, comme Vas-y. ça, ce sera bouclé. En gros, alors on a 3 petites questions. Oui. La première, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir sucré? On alors sait là, que tu dois en avoir. Bah, c'est peut-être que tu nous l'as abordé finalement pendant est-ce l'épisode. que c'est l'île flottante? Non, c'est pas le premier. Ah. Enfin, avant, parce qu'il y avait déjà Panettone et puis que C'est les vrai. viennoiseries, ça c'était avant ça. Mais Alors, c'est quoi avant, le je pense. premier, Non. premier Le premier, en fait, le premier, je pense que c'est un dessert que j'ai goûté, ce qui m'a fait dire waouh d'ailleurs. J'avais très, très jeune. Ouais. C'était justement logé au Shiseido, enfin à Tokyo, et c'était beau. C'était autour de fruits rouges. Ok. D'accord. Et c'était la fraise framboise, je crois, avec la glace vanille, simple, hein, Ouais. comme on dit. Mais c'était beau et bon. Ah. Et je pense que c'est le premier dessert, le souvenir que moi j'ai, moi. Enfin, Ok. le sucré, ouais. T'as plus le nom? De quoi donc? T'as plus le nom du gâteau? Le gâteau, non, c'était un des desserts. Donc le dessert, tu sais, il n'y a pas forcément de nom Ouais, comme ça. ouais. C'est pas le Rouge, Paris-Brest, glace ouais, c'est un truc comme ça. Fruits Ouais. rouges vanille, ouais. Ouais, mais déclinaison de fruits rouges, un truc Ma comme foi, ça. c'est une ouais. valeur sûre. La question qu'on a sélectionnée. Ensuite, la petite question pour en savoir un peu plus sur toi, c'est si t'avais un vœu à faire au génie de la lampe, ce serait quoi? Génie de là? Le De la génie lampe. de la lampe. Tu sais, tu Ah, frottes ouais, le Aladdin. génie. et t'as un vœu à faire. La porte qui mène partout dans le monde. Notamment Ah. pendant le Covid, je peux pas voyager, je veux voyager. Ok, une porte magique qui t'amène Voilà, partout où bah, tu bah, veux. bah, au Non, Japon, en tout au cas, Japon. Tu sais directement ce que tu veux Ah oui, demander. oui, ouais, bah, On aime bien. parce qu'au Bah, Japon, si- il y a un dessin animé, enfin Doraemon. Ouais. C'est un petit bonhomme là qui sort tout de machine en fait de sa poche ici. Mhm. C'est un chat en fait. Et ça c'est un robot chat. Et on lui demande, il le sort de ta poche. Il dit Dokodemo doa. Enfin, ça existe en fait ce Ouais. truc là. Dokodemo doa. C'est Dokodemo, ça veut dire n'importe où. Ok. Doa, ça veut dire la porte. Donc c'est juste une porte comme ça. Tu l'ouvres. dis Elle nous montre. Japon, Tokyo. Tu vois là, bah t'as Tokyo. Ok, bah si tu la trouves cette porte, on est preneur aussi. Ah ouais, Ah grave. non, ça coûte cher ça. Ça va coûter Ça coûte cher. Et On peut ensuite, s'arranger, qu'est-ce on peut s'arranger. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? À part pour la la porte. suite? Attends, la porte, que ça continue, que je sois toujours contente de rencontres avec beaux personnages, que beaux projets, que j'ai un autre projet que je suis en train de réfléchir. Donc que continue, Trop chouette. Bah nous, que Mais continue. finalement, est-ce que c'est pas la meilleure des réponses quand on dit est-ce qu'on peut te souhaiter que ça continue, franchement? Ah oui, et c'est puis ça. surtout, nous on te Au dit top. à bientôt. Eh ben oui, à bientôt, avec plaisir. Merci beaucoup. Bah merci. Ouais, merci. Et voilà, on espère que le sourire de Keiko s'est entendu jusque dans vos oreilles. Nous, on a appris plein de choses et puis surtout, c'est toujours trop émouvant d'avoir un parcours comme ça qui mêle les souvenirs à la destinée professionnelle. On aurait pu continuer pendant encore des heures, mais il fallait bien respecter un petit format audible pour vous. Et d'ailleurs, à propos de format, on a un article qui sort bientôt et qui n'a pas été écrit par nous, figurez-vous. C'est sur notre site, l'enversdudessert.com, et il a été écrit par une future podcasteuse qui n'est autre
que notre stagiaire. Donc on vous laisse avec Ophélie, qui a en poche un CAP pâtisserie et un BTS en diététique. Et du coup, on va la laisser présenter elle-même son article. Coucou, c'est Lily. Du coup, dans l'article, je vais juste vous expliquer tranquillement pourquoi la diététique et la pâtisserie, contrairement à beaucoup d'idées reçues, ne sont pas antinomiques. Voilà. J'espère que vous allez vous habituer à sa voix parce que bientôt vous allez voir qu'on l'entendra partout. Sinon, en plus de nous retrouver sur notre site l'enversdudessert.com, vous pouvez évidemment nous retrouver sur notre compte Instagram l'envers-du-dessert. Également, vous pouvez vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et nous mettre 5 petites étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast qui est hyper encourageant pour nous. Sur ce, on va remercier 12 qui nous fait toujours le mixage et la musique de nos épisodes et on vous dit à mercredi prochain. À la semaine prochaine. Salut. Parfait.